Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Soyez les bienvenus à cette édition qui retrace les grands titres qui ont marqué l'actualité environnementale de la semaine. Au sommaire, la ville d'Anéro dans la préfecture des Lacs a reçu la visite de la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale au Togo. L'objectif de cette visite de terrain est de constater les impacts des travaux réalisés dans le cadre du projet Waka. Le compte rendu dans cette édition. La ferme modèle de Donomadé, plus connue sous le nom de Femodo, est devenue une référence en matière d'agriculture écologique au Togo. Elle a des impacts significatifs sur la résilience de la communauté environnante face aux enjeux du changement climatique. Les vagues de canicule et incendies ont frappé plusieurs pays du monde entier ces derniers jours. Les pays du bassin de la Méditerranée en ont subi le sort au cours de cette semaine. Les dégâts causés par ces canicules et ces incendies à découvrir dans cette édition. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale au Togo a réalisé une visite de terrain pour voir les travaux réalisés par le projet Waka dans la commune des Lacs 1 au Togo. Cette visite a pour objectif de constater les défis de l'érosion côtière et les travaux réalisés pour lutter contre ce phénomène. Ce fut également une rencontre d'essence avec les autorités locales et les bénéficiaires des actions du projet. Le compte rendu est signé Alexandra Adekambi et Mika Gatche. Après être accueillie de façon chaleureuse et symbolique par le maire de la commune des Lacs 1, Marie-Chantal Ouaili Gira, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, a échangé avec les autorités locales et quelques bénéficiaires des actions du projet Waka. À la fin de cet échange, la nouvelle directrice et sa délégation ont effectué une descente sur le terrain pour constater les travaux réalisés pour la protection côtière à Anéro. Elle se dit satisfaite des actions du projet. La première chose, c'est que le programme Waka avait été fait pour effectivement protéger les côtes. Eh bien, j'ai pu voir que ça, c'est une réalité dans cette commune. Mais plus important, c'est la deuxième chose, les projets connexes que le maire a pu développer. J'en ai visité quelques-uns avec la forêt de la ville. J'ai vu ce que ça a pu changer dans la vie des gens. Parfois, quand on conçoit les programmes à la banque, ça prend quelques années pour voir l'impact. Mais ici, on peut le voir en direct. Troisième chose plus importante, la Banque mondiale vient de réviser sa mission. Ça veut dire vraiment réduire la pauvreté tout en s'assurant qu'on vit sur une planète vivable. Eh bien, le programme Waka est un exemple de ce qu'on peut faire quand on applique cette mission de la banque. Et quand j'ai écouté les bénéficiaires, quand j'ai écouté le maire, je me suis dit, si j'ai besoin d'avoir une motivation de faire mieux pour les appuis de la banque dans tous les pays que je vais couvrir, je vais revenir ici. Parce que c'était vraiment une inspiration de ce que l'impact peut avoir comme type de programme. Vous savez, à la fin de la journée, les personnes que nous servons, ce sont les populations. Quand j'écoute de mes enfants à l'école, quand j'écoute cette dame que j'ai rencontrée dans la forêt de la ville, qui me dit ce projet m'a permis de créer un revenu pour amener mes enfants à l'école, pour qu'il y ait vraiment un changement dans ma vie, c'est pour ça que la banque existe. Donc je suis très satisfaite, c'est pour ça que je vous dis que quand j'ai besoin de motivation, je reviendrai voir ce que ce programme fait. Je suis extrêmement satisfaite et j'ose espérer que ce programme qui est maintenant dans 6 pays et bientôt dans 9 pays pourra avoir autant d'impact dans chaque pays, ce que j'ai vu dans cette commune. Pour l'autorité communale Alexis Akerebourou, le projet Waka réalisé sur plusieurs dimensions remet l'avenir de la commune des Lacs un beaucoup plus rose. Je me réjouis excellemment de la visite de Madame la coordinatrice de la Banque mondiale à Anéro, dans la commune Lac 1, qui est venue constater de visu le changement apporté par le projet Waka à la commune, mais plus qu'à la commune, à ses populations dans toutes ses composantes, à la fois des hommes et des femmes. Au-delà de ce projet de lutte contre l'érosion côtière, qui, en raison de sa réalisation dans les délais les plus brefs, a arrêté l'avancée de la mer et a empêché justement la mer de venir dans nos maisons et a réconcilié la population de la commune Lac 1 avec la mer,
ce projet a d'autres dimensions. Cette dimension consiste à avoir renforcé les activités génératrices de revenus, à créer dans la commune de Lac 1 des services de voirie qui permettent un enlèvement régulier des ordures. Elle a permis également à la population de bénéficier d'un certain nombre de projets, notamment de creuser, notamment la construction de latrines publiques, mais également auprès des femmes, des activités génératrices de revenus, sans compter la plantation de mangroves, dont le rôle dans la conservation et la génération de carbone n'est plus à rappeler. Et ce projet, donc, je disais tantôt, a changé notre vie dans la commune, en ce sens que non seulement elle nous a été utile pour lutter contre l'avancée de la mer, mais plus encore, elle a permis la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la création de richesses et surtout, elle a remis la commune dans un avenir beaucoup plus rose. Rappelons que les travaux de la protection côtière ont été officiellement lancés par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe le 3 novembre 2022 à Anéro. À ce jour, 6 épis et une brise-lame ont été construits. Le rechargement de sable entre les casiers est réalisé à 100%. La construction de la digue de sable contre les submersions marines est faite et il ne reste que la construction des infrastructures socio-économiques et la végétalisation de la digue à Anéro. La ferme modèle de Donomadé, mieux connue sous le nom de Femodo, est devenue une référence en matière d'agriculture écologique au Togo. Elle a des impacts significatifs sur la résilience de la communauté environnante face aux défis du changement climatique. Le projet a été piloté par l'ONG Happy Togo en étroite collaboration avec le laboratoire de botanique et d'écologie de l'université de Lomé avec le soutien financier du Fonds suisse pour la recherche. Plus de détails avec Alexandra Adekambi. Au cœur du canton de Tometi-Kondi, localité située à environ 90 km au nord-est de Lomé, se trouve un joyau agricole qui fascine par ses pratiques innovantes et ses retombées positives sur la vie des populations locales. Mieux connue sous le nom de Femodo, la ferme modèle de Donomadé est bien plus qu'une exploitation agricole ordinaire. C'est un véritable établissement d'apprentissage qui promeut les bonnes pratiques agricoles en mettant en avant la technique du paillage dans la culture de l'ananas. Grâce à ces acteurs, la ferme Femodo a su établir un partenariat fructueux avec les communautés de Tometi-Kondi, notamment celle du village de Donomadé. Les résultats des différentes études et expériences mises en œuvre sur le site ont fait l'objet d'une séance de partage d'expériences. L'idée était d'amener ces dernières à découvrir les changements apportés par les nouvelles pratiques agricoles, notamment le paillage de la culture de l'ananas. Cette technique ingénieuse consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques tels que des résidus de culture, de la paille ou des feuilles pour améliorer la fertilité du sol, conserver l'humidité et protéger les cultures. Le premier résultat issu des études montre que l'ananas plus le paillage, dans un système contrôlé et entretenu, donne énormément de profit. Après les cultures d'ananas, on peut faire les cultures céréalières de façon alternée et vice-versa. Les agriculteurs de Femodo ont été sensibilisés à cette méthode qui a considérablement augmenté les rendements et amélioré la qualité des productions de l'ananas, la principale culture de rente de la localité de Donomadé. Il est montré et démontré que grâce au paillage, la résistance de l'ananas face aux périodes de sécheresse s'est renforcée, offrant ainsi les récoltes abondantes et savoureuses. À Femodo, l'agriculture écologique va de pair avec la préservation de l'environnement. Les récentes précipitations qui ont frappé la Côte d'Ivoire ont amené les autorités à suspendre la vente des contrats d'exportation de son cacao pour la saison 2023-2024. Provoqués par le changement climatique, les fortes pluies qui ont frappé la Côte d'Ivoire ont entraîné une baisse importante de la récolte annoncée pour octobre prochain. Cette situation alarme les responsables du Conseil cacao-café. Les précisions avec Irène Papadina.
En raison des fortes pluies de ces dernières semaines qui menacent la récolte de cacao en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont suspendu la vente de contrats d'exportation de son cacao pour la saison 2023-2024. Cette suspension est principalement due à la situation climatique actuelle inquiétante. Le directeur du Conseil Café Cacao, Yves Brahima Kone, a déclaré le jeudi dernier que la récolte principale, qui va débuter en octobre prochain, ne sera pas bonne. Ainsi, la Côte d'Ivoire ne pourra pas avoir une production suffisamment importante pour satisfaire la demande. Les mois de juin et de juillet sont traditionnellement pluvieux en Côte d'Ivoire, mais cette année, des précipitations particulièrement, notamment dans la région productrice de cacao. Les conséquences de ces pluies diluviennes sur la récolte sont multiples et variées. Il y a de la pourriture brune qui se développe parce que les cabosses reçoivent trop d'eau. Il y a également une mauvaise floraison qui réduit la production de cabosses. Pour rappel, le cacao ivoirien représente 45% de la production mondiale. Il contribue 14% au PIB national et nourrit 24% de la population de ce pays, d'environ 27 millions d'habitants. Au Kenya, en Afrique de l'Est, les girafes Maasai sont menacées d'extinction. La disparition de ces belles créatures imposantes est due aux barrières géographiques qui limitent leur flux génétique. La disparition des girafes Maasai est également liée au changement climatique et à la croissance démographique. Retrouvons Irène Kapadina pour plus de compréhension. Les girafes Maasai de l'Afrique de l'Est sont menacées d'extinction. Selon les chercheurs américains de l'université de Penn State, ces animaux sont confrontés à des barrières géographiques qui limitent leur flux génétique depuis plus d'un millénaire. Les girafes perdent du terrain et sont chassées peu à peu de leur habitat naturel. Nous savons maintenant que 35 000 girafes ont été scindées en deux groupes, ce qui signifie qu'il n'y a pas plus de 20 000 girafes de chaque côté de l'escarpement. C'est vraiment inquiétant parce que le nombre total de girafes Maasai est très faible et l'Union internationale pour la conservation de la nature a déclaré que la girafe Maasai était une espèce menacée, ce qui rend les choses encore plus préoccupantes et inquiétantes. En effet, lorsque la population devient très réduite, cela augmente la probabilité que les individus qui sont très proches les uns des autres se reproduisent entre eux, ce qui peut entraîner un phénomène de dépression de consanguinité et qui peut conduire à un effondrement complet de l'espèce. Entre le changement climatique et croissance démographique, les agriculteurs et les éleveurs se voient obligés d'aller toujours plus loin pour trouver des terres. La construction des clôtures autour des terres bloque les girafes et les empêche de se nourrir. Même dans les parcs, comme ceux de Tsavo et d'Amboseli, nous avons constaté que la disparition des arbres obligeait les girafes à sortir du parc et à pénétrer sur les terres appartenant à des communautés, de sorte que les conflits ne font que s'aggraver. Bien que la chasse à la girafe est illégale au Kenya et en Tanzanie, les girafes Maasai sont tuées pour leur peau, leur chair et leurs os qui servent à la fabrication de bijoux ou de remèdes à certaines maladies. Les girafes Maasai sont vitales à l'écosystème de cette région du Kenya. Elles permettent notamment la dispersion des graines et le contrôle de la végétation. Depuis quelques jours, l'Égypte est en proie à de fortes vagues de chaleur qui entraînent les populations à se diriger vers les berges du Nil pour se rafraîchir. Ces vagues de chaleur sont l'une des conséquences du changement climatique. Les détails dans ce commentaire. La vague de chaleur accablante avec des températures qui dépassent les 40 degrés Celsius en journée pousse depuis quelques jours de nombreux Égyptiens aux revenus modestes à aller se baigner sur les berges du Nil. Ils profitent d'un peu de fraîcheur dans la ville d'El Kanater, reconnue pour ses immenses portes d'eau situées à l'extrémité du triangle du delta du Nil. Hommes, femmes et enfants viennent y passer leur journée pour économiser du temps, de l'argent et profiter de la nature. Nous venons ici en été, comme vous le voyez, pour nous rafraîchir avec nos enfants. C'est mieux que de parcourir de longues distances pour atteindre Alexandrie. El Anater, c'est le lieu de villégiature des pauvres. Nous venons ici parce que c'est la station balnéaire des plus démunis. Nous ne pouvons pas aller à Sharm el-Sheikh ou à Alexandrie ou ailleurs, mais ici c'est gratuit. Nous y passons quelques heures et retournons chez nous.
Même si les berges du Nil ne valent pas les eaux turquoises de la mer Rouge ou le bain de Cléopâtre sur la côte nord du pays, ces chutes d'eau douce ont le mérite d'être accessibles gratuitement, une aubaine pour le budget des familles nombreuses. L'Égypte n'est pas le seul pays concerné par une alerte caniculaire. Des températures records sont ressenties sur plusieurs continents. Les mers, les océans ne sont pas épargnés. Selon l'Organisation météorologique mondiale, les températures de surface de la mer Méditerranée devraient monter à plus de 30 degrés Celsius. Le voisin de l'Égypte, la Tunisie, est également touché par de fortes vagues de chaleur. Les températures de 56 degrés Celsius sont enregistrées dans certaines régions en Tunisie et cela oblige les Tunisiens à rester chez eux ou à dormir à la belle étoile pour obtenir un peu de fraîcheur. Le pays enregistre également des coupures de courant à cause des fortes températures. Retrouvons Irène Pakwadina pour plus de compréhension. Un écran de l'avenue de Bourguiba en Tunisie a affiché une température de 56 degrés Celsius le lundi. Cette situation oblige la population à se mettre à l'abri de cette vague de chaleur. Ces températures anormalement élevées pour le mois de juillet ont provoqué des coupures de courant électrique ces derniers jours. La compagnie publique Steg a expliqué avoir pris cette décision dans le but de préserver la performance du réseau. Ces délestages ont eu lieu pendant une demi-heure à 1 heure aux heures de forte consommation. J'ai un rendez-vous chez le médecin, c'est pour ça que je suis dehors. Je suis sortie avec ma bouteille d'eau, mais il fait très chaud. Je préfère être à la maison parce que je n'ai pas l'habitude de sortir lorsqu'il fait aussi chaud. Je fais mes courses tôt le matin et tout ce que j'ai à faire, ensuite je m'enferme chez moi. Les habitants qui arrivent à braver cette canicule exceptionnelle doivent faire preuve d'ingéniosité. On va à la plage pour changer. On va s'asseoir sous un parasol et on revient en fin d'après-midi. Nous reviendrons quand les températures baisseront. Il fait chaud dans la Médina. Nous allons nous rafraîchir un peu, nous détendre et passer un bon moment. L'air conditionné semble la solution en cette période, mais il n'est pas la chose la mieux partagée du pays compte tenu des coupures du courant. Les Tunisiens des quartiers populaires, souvent dépourvus de moyens, se contentent de dormir sous des tentes sur les plages de Carthage ou de Marsa, au nord de Tunis. Le réchauffement de la Terre est source de plusieurs catastrophes environnementales. En France, des feux de forêt prennent beaucoup plus d'ampleur ces dernières années. Les surfaces ravagées par les incendies sont alarmantes et des actions doivent être menées pour éviter les feux de forêt à l'avenir. Suivons ce commentaire pour plus de détails. La canicule et les sécheresses qui découlent de la crise climatique augmentent le risque et l'ampleur des feux de forêt en France. De 1694 hectares en 2008, les feux de forêt ont décimé 66 394 hectares en 2022. Une situation extrêmement grave qui rend la végétation plus mortifère. Chaque année, le scénario de catastrophe des feux de forêt dans l'Hexagone se rapproche du point de rupture. Les pompiers déployés sur les sites touchés par les incendies éprouvent également de grandes difficultés à venir à bout des flammes gigantesques. Le secrétaire général CGT du service départemental d'incendie et de secours Peter Gargucha affirme que les sapeurs-pompiers ont échappé de justesse au drame. Malgré les nombreux feux qui se sont déclarés un peu partout dans le pays, aucun mort n'a été déploré. Depuis le début de l'année 2023, 20 000 hectares de forêt sont partis en fumée en France. Des incendies se sont déclenchés dans plusieurs régions du pays simultanément, une conséquence imputable au réchauffement de la planète. Peter Guchaga déclare à cet effet qu'avec le changement climatique, les pompiers sont désormais obligés d'ajuster la période de surveillance des zones sensibles et ceci durant toute l'année. Plusieurs actions doivent être posées pour protéger les forêts en France et de sauvegarder les différents écosystèmes qui se développent dans cet environnement. La canicule et son lot de désastres environnementaux s'abattent sur la Grèce. Les îles touristiques de ce pays du sud-est de l'Europe subissent des incendies inédits qui s'étendent depuis plus d'une dizaine de jours. Les experts de la météorologie alertent sur une hausse des températures alors que les évacuations des touristes continuent. Suivons ce commentaire pour plus de compréhension. Les fortes températures vont dépasser la barre des 40 degrés Celsius en Grèce cette semaine alors que les incendies déclenchés en fin de semaine dernière continuent. Le mercure a légèrement baissé
à 37 degrés Celsius à Athènes, la capitale grecque, mais le service de la météo nationale prévoit des températures de 41 degrés Celsius dans les jours à venir et de 44 degrés Celsius dans le centre du pays du sud-est de l'Europe. D'après les experts de la météorologie européenne, ce pays méditerranéen connaît l'une des plus longues canicules de ces dernières années. Ces canicules sont la principale cause des incendies qui ravagent le pays depuis plus d'une semaine. Les sapeurs-pompiers sont toujours sur le front où les flammes ont du mal à être maîtrisées. Les brasiers ont déjà englouti des milliers d'hectares de forêts et de végétation sur l'ensemble du territoire, allant des îles de Rhodes en mer Égée au sud-est à Lébé, la grande île à l'est d'Athènes, en passant par le Corfou en mer Ionienne au nord-ouest. Actuellement, aucune victime n'est à déplorer à ce stade alors que les feux sont attisés par des vents violents. Des milliers de touristes ont été évacués sur les sites touristiques des îles de Rhodes et de Corfou où les feux se déclarent tous les jours. Comme à chaque été, la Grèce est en proie à de feux de forêt souvent meurtriers et qui détruisent les dizaines de milliers d'hectares de forêt et de végétation. Des centaines de pompiers épaulés d'hélicoptères et d'avions tentent toujours de maîtriser les incendies pour préserver le reste de la faune et de la flore de la Grèce. Les canicules et les incendies s'abattent sur toute la planète. Cette situation marque l'état alarmant et dangereux du réchauffement climatique. De la Grèce aux États-Unis en passant par la Chine et le nord de l'Afrique, des actions sont en cours pour limiter l'utilisation des énergies fossiles, l'une des principales causes de ce réchauffement. Les détails dans ce commentaire. Les dieux de la chaleur sévissent de partout sur la Terre et les conséquences ne cessent de se constater sur tous les continents. Une conclusion d'une analyse du consortium scientifique World Weather Attribution révèle que les vagues de chaleur extrêmes qui sévissent actuellement sur toute la planète ne sont plus rares et vont se multiplier et s'intensifier à l'avenir. De l'Europe du Sud aux États-Unis en passant par la Chine et l'Afrique du Nord, les canicules de ce mois de juin seraient quasiment impossibles sans le réchauffement causé par l'homme. En effet, les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sont principalement la cause du réchauffement de la planète, ce qui entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes sur la Terre. Alors que la Grèce suffoque sous les incendies depuis plus d'une dizaine de jours, les cultures espagnoles perdent leur éclat et leur fraîcheur, pendant que les populations du nord de l'Afrique se dirigent vers les cours d'eau pour supporter les fortes températures. Ces situations ne sont pas surprenantes selon les climatologues. Frédéric Otto, climatologue au Graham Institute de l'Imperial College de Londres, affirme que le monde n'a pas cessé de brûler les combustibles fossiles et le climat continue de se réchauffer et les vagues de chaleur deviennent de plus en plus extrêmes. L'alerte est de nouveau lancée pour limiter l'usage des énergies fossiles et se tourner vers les énergies renouvelables pour sauver la planète des dangers environnementaux qu'elle subit actuellement depuis quelques années. En Uruguay, les autorités ont annoncé en fin de semaine dernière la mort de 2000 manchots sur les côtes orientales. Pour l'heure, la cause de ce désastre n'est pas encore expliquée, mais les défenseurs de l'environnement pointent du doigt la surpêche et la pêche illégale. Le commentaire est signé Rafietou Mbireko. La semaine dernière, les autorités uruguayennes ont annoncé la mort de près de 2000 manchots retrouvés sur les côtes orientales d'Uruguay en seulement 10 jours. Selon la chargée de la faune au ministère uruguayen de l'environnement Carmen Leizaguen, ces manchots de Magellan sont morts dans l'océan Atlantique avant d'être ramenés par les courants sur les côtes des départements de Canelón, Maldonado et Rocha. La cause de cette hécatombe n'est pas encore identifiée, mais les défenseurs de l'environnement s'en prennent déjà à la surpêche et à la pêche illégale. Des tests ont été réalisés pour déterminer la présence de la grippe aviaire, mais les résultats se sont révélés négatifs selon Carmen Leizaguen. Elle ajoute en affirmant que 90% sont des jeunes spécimens qui arrivent sans réserve de graisse avec l'estomac vide. Richard Trésor de l'ONG SOS Sauvetage de la faune marine a également souligné. À partir des années 1990 et 2000, nous avons commencé par voir des animaux qui manquaient de nourriture. Selon lui, la cyclone apparue dans l'Atlantique qui a frappé le sud-est du Brésil en mi-juillet aurait probablement entraîné la mort des individus les plus faibles en raison des conditions climatiques. La chargée de la faune au ministère uruguayen de l'environnement a aussi rappelé qu'un carnage similaire avait eu lieu l'année passée au Brésil pour une cause aussi non connue.
point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de semaine sur Green TV International.